l'ADC. Et nos conférenciers. Maintenant, on va appeler Dr Mohamed Khrouf. Il est venu lui aussi de Tunis. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Il va nous parler maintenant d'un deuxième versant, d'un deuxième point de vue. On va parler de l'échec répété d'implantation en fécondation in vitro. Comment on incrimine ou bien on désincrimine l'endomètre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est Mohamed, à vous la parole. Merci beaucoup, Mohamed. On va d'abord te souhaiter de la bienvenue. Merci beaucoup. Merci, c'est toi. Et je dirais que le meilleur va être pour la fin, parce que ce petit organe de 50 grammes de 6-7 cm est essentiellement dédié à faire des enfants. Le but suprême de l'utérus, c'est de se préparer à chaque cycle pour une implantation embryonnaire. Donc c'est ce que je considère, moi, le meilleur pour la fin. Je pense aussi que Mohamed va nous le démontrer. Donc à toi, Mohamed. Merci, Dr Midessi. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour la gosse, pour le sujet, l'amitié. Messieurs les oncologues, j'étais très studieux tout à l'heure, donc s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc c'était aussi mon introduction, parce que l'endomètre, avant de faire des cancers, il sert quand même à faire des bébés et donc à accrocher un embryon. Et c'est vrai que parfois on bute sur ça. Et on bute quand nous sommes en procréation médicalement assistée. Et c'est encore plus dur pour nos patientes. C'est dur pour nous sur le plan intellectuel, c'est dur pour les patients sur un plan émotionnel et c'est dur sur un plan pédagogique pour expliquer aux patientes et savoir les guider dans ce process. C'est vrai que... alors, hop. Est-ce qu'on peut m'aider? Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que le phénomène d'implantation est un phénomène qui est complexe. On pourrait le scinder en 5 grandes parties. À une phase inflammatoire, la désidualisation de l'endomètre, une suppression de l'inflammation par la suite sous l'effet de la progestérone. Vous allez voir, la progestérone, c'est l'hormone clé de toute notre affaire. L'invasion trophoblastique contrôlée, phénomène extraordinaire. Hein, donc, et puis l'immunotolérance vis-à-vis de cet embryon. Et donc, ceci dit, ce processus complexe n'est pas extrêmement efficace dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que quand vous voyez la pyramide sur la gauche, là, vous voyez que pratiquement 30% des embryons formés, on estime qu'ils ne vont pas s'implanter. Et puis même 30% vont faire des fausses couches tellement précoces que c'est infraclinique. Vous voyez que le rendement par cycle de la fécondité masculine et féminine de l'humain, elle est très faible. Mais heureusement que nous avons 12 cycles, généralement par mois, pour nous rattraper. Et ce sont les taux cumulés qui sont intéressants et qui permettent de rattraper ce faible taux d'implantation dans l'espèce humaine. Ça pourrait être un des systèmes par lequel on sélectionne les embryons les plus robustes, les meilleurs, pour que l'on puisse aboutir à une naissance vivante saine. Alors, ça c'est dans la nature, mais quand vous faites votre travail en fécondation in vitro, vous avez l'impression que tout est extrêmement contrôlé. Vous choisissez votre indication, votre protocole, la stimulation, vous la menez comme il faut. Vous faites le monitoring, vous déclenchez l'ovulation comme les critères le veulent. Vous mettez votre soutien à la phase lutéale. Au labo, tout le monde fait son travail. Sous microscope, on voit les gamètes, on micro-injecte les ovocytes matures, on cultive les embryons et on les voit jusqu'au stade de J5. On les sélectionne et on sélectionne les meilleurs. Puis, tout ça, on va vous donner ça dans un cathéter, vous allez mettre ça dans l'utérus en espérant qu'il va y avoir une implantation. Donc c'est quand même fou d'avoir un process aussi contrôlé et de finir à la fin par mettre ça dans l'utérus et espérer que ça accroche. Et quand ça n'accroche pas, ça pose problème. C'est ce qu'on appelle les recurrent implantation failure. Alors, c'est-à-dire qu'on a cumulé un certain nombre de transferts d'embryons sans que l'on puisse aboutir une fois à la grossesse. Alors, pour définir ça, ça a été un casse-tête durant des années. On avait l'habitude de déclarer une patiente ayant un échec répété d'implantation comme une patiente qui a eu un certain nombre de transferts embryonnaires sans que cela n'aboutisse.
Et ces définitions ont changé au fur du temps et au fur et à mesure où on avance parce que les biologistes faisant de mieux en mieux leur travail et les laboratoires étant de plus en plus sophistiqués et les techniques et les protocoles de soutien à la phase lutéale se développant, on va avoir des taux d'implantation au fil des années qui sont beaucoup améliorés. Donc on devient moins exigeant en nombre d'embryons à transférer. Par exemple, regardons cette patiente qui a 42 ans, qui a une salpingectomie bilatérale. Le mari a une oligoasténotératospermie, elle a 42 ans, et puis ça fait 2 ans qu'elle est dans le parcours, et comme vous voyez, elle a eu 4 transferts, 2 fois 2 J3 au premier, 2 J3 au deuxième, 2 J3 au troisième, un embryon de J5 au quatrième, aucune grossesse. D'un autre côté, une patiente de 30 ans dont le mari a un sperme normal, elle a une endométriose et qui a eu une FIV et 2 transferts d'embryons congelés en 1 an, avec à chaque fois un transfert d'un embryon unique à J5. Quelle est celle parmi ces 2 patientes qu'on va étiqueter ayant des échecs répétés d'implantation? On pourrait se dire, la patiente qui a 42 ans, elle a eu beaucoup plus de tentatives, donc c'est elle qui devrait être étiquetée échec répété d'implantation. Ceci dit, vous connaissez tous comme moi l'impact de l'âge, et quand vous voyez les taux de succès de la FIV, les taux de naissance vivante, en fonction de l'âge, la courbe verte, celle des femmes utilisant leurs propres ovocytes, vous connaissez tout ça, ça chute indéniablement avec l'âge, parce que l'âge a un impact certain, et on sait que cet impact, c'est sur les ovocytes. Et pourquoi on le sait? Parce que la courbe bleue en haut, c'est celle des femmes qui utilisent des donneuses d'ovocytes jeunes. Vous voyez que même à 44 ans, à 46 ans ou 47 ans, elles ont des taux de naissance stables. Donc le problème ne vient pas de l'endomètre, le sujet d'aujourd'hui, avec l'âge, mais vient évidemment des embryons. Pourquoi? Quand on fait des analyses génétiques sur les embryons, on commence à s'apercevoir de l'impact de l'âge. C'est un problème d'aneuploïdie, et les aneuploïdies proviennent majoritairement des ovocytes. Vous voyez qu'à moins de 35 ans, on va observer 20% seulement d'aneuploïdie dans les embryons, 80% d'embryons euploïdes, donc 80% d'embryons qui ont de très hauts potentiels d'implantation. À 43 ans ou plus, 85% des embryons sont aneuploïdes, ne servent à rien, ne vont pas donner de grossesse ou vont donner des fausses couches ou parfois une anomalie viable qui est la trisomie 21. Et donc le nombre d'embryons blastocytes du 5e jour, le besoin en nombre d'embryons va augmenter avec l'âge puisque les chances de trouver là-dedans des embryons euploïdes va diminuer. Sauf que vous savez comme moi que les femmes de 43 ans donnent moins d'ovocytes, donc elles ont la double sanction de l'âge et de la qualité. L'Eschré a tenu compte de ça dans ses recommandations pour nous guider, pour qui on va appeler finalement ayant échec répété d'implantation ou pas. On n'est plus sur le nombre d'embryons, parce que vous voyez que le nombre d'embryons ne veut rien dire s'il n'est pas couplé au facteur pronostic essentiel qui est l'âge. Et donc, la décision a été de définir échec répété d'implantation comme étant un couple chez qui on n'a pas réussi à obtenir la grossesse, malgré que les chances cumulées ont été jugées extrêmement bonnes. Et jugées extrêmement bonnes, il faut mettre une limite. Et l'Eschré s'est dit, si les chances cumulées chez un couple théoriques sont de 60% ou plus et qu'il n'y a pas eu de naissance vivante, il faut enclencher le process de l'investigation de l'échec répété d'implantation. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais comment je vais, moi, calculer les taux cumulés chez ce couple? Vous allez voir l'historique du couple, et il y a des outils qui sont à votre disposition en ligne, qui vous permettent, si vous introduisez l'âge de la patiente, le nombre de transferts qu'elle a eu, de connaître les taux cumulés qu'elle aurait pu espérer. Et si c'est supérieur à 60%, eh bien, vous devez enclencher le process de l'investigation. À titre d'exemple, ça c'est l'Eschré qui le met. Vous voyez que, par exemple, une femme de moins de 35 ans, eh bien, au bout de 3 transferts d'embryons, on va estimer qu'elle a 67% de chances d'avoir une naissance vivante. Et donc, si au bout de 3 transferts, elle n'est pas enceinte, il faut enclencher ce process. Par contre, notre dame là, de 42 ans tout à l'heure, elle a eu que 5 transferts, alors que ce n'est qu'au bout de 6 transferts d'embryons que l'on peut espérer
les 60% de chances de succès. Et donc, ce n'est qu'au bout de 6 transferts que vous pouvez enclencher le process. Alors, donc la question, aujourd'hui c'est la journée de l'endomètre, mais vous me voyez venir, c'est qu'a priori, on pense que c'est plus l'embryon dans notre pratique courante qui est le grand responsable de ces échecs d'implantation. Et il faut le savoir, ça. Évidemment, il y a des situations pathologiques, je vais les passer en revue. Mais c'est un message pour dire, parce que si je remets mon tableau de tout à l'heure, et que maintenant je vous fais figurer en encadré, non pas des embryons comme on les connaît, ce qu'on transfère nous dans tous les jours, mais des embryons testés génétiquement. Vous voyez que la femme de 35 ans, ou moins, arrive dès le premier transfert à 68%. C'est-à-dire si on lui met des embryons euploïdes, une fois, au bout du deuxième, si elle n'est pas enceinte, vous pouvez intervenir. Et que la femme de 40 ans, il lui faut juste 2 transferts, à ce moment-là, d'embryons euploïdes pour la cataloguer et la déclarer comme ayant un échec répété d'implantation. Donc vous comprenez que la part de l'embryon, elle est extrêmement importante dans cette histoire. Je m'explique pourquoi le diagnostic génétique est si important quand on parle d'échec d'implantation. Quand on faisait des embryons de J2 et J3, quand on se retrouvait avec 5 beaux embryons de J2 ou de J3, finalement, c'était un peu comme tirer une carte. Quel embryon on va transférer? On a essayé de mieux faire. On s'est dit, allez, on les pousse à J5 pour éliminer ceux qui ne vont pas se développer jusqu'à J5. C'est mieux. Ça réduit les probabilités de choix pour arriver au bon embryon qui donne la naissance vivante. Alors parfois vous mettez le premier, ça ne marche pas, vous mettez le deuxième, ça ne marche pas, donc ça prolonge le temps pour arriver à la naissance vivante. Et le PGTI, c'est-à-dire le diagnostic des aneuploïdies, a comme pour prétention de vous montrer dès le départ lequel est euploïde pour aller directement vers l'embryon euploïde. Donc, dans ce concept, ça ne va pas augmenter les taux cumulés, puisqu'avec la congélation, vous rattraperez toujours la situation. Mais ça va vous raccourcir le temps pour arriver au bon embryon. Et surtout, dans notre cadre d'échec répété d'implantation, ça va lever une incertitude. Si vous avez mis des embryons euploïdes et que ça n'a pas accroché, là, vous pouvez dire réellement que vous êtes dans le cadre d'un échec répété d'implantation dû justement à l'endomètre. Alors bien sûr, le PGTA pose des questions sur le coût. Peut-être que le Lions Club voudrait financer ça, peut-être, je ne sais pas. Sur l'efficacité, les zones grises, parce qu'il y a des embryons qui sont euploïdes, aneuploïdes. Moi, j'ai facilité les choses, mais il y a des embryons qui sont mosaïques. Ça rend les choses plus difficiles. Et puis, le cadre légal tunisien, c'est ce qui m'a été posé comme question, où il y a un petit flou, où on dit que le PGTA est autorisé pour éviter les maladies graves. Le PGTA annule l'effet de l'âge. Regardez les taux d'implantation en fonction de l'âge. La première ligne, embryon testé génétiquement. La deuxième ligne, embryon non testé génétiquement. Sur la deuxième ligne, c'est la courbe, presque que je vous ai montré tout à l'heure. Sur la première ligne, évidemment, on maintient les mêmes taux d'implantation. Alors, ce n'est pas aussi facile, parce qu'il y a beaucoup de patientes de plus que 40 ans qui ne vont même pas avoir de transfert. Donc, quand vous faites très peu de sélections, comme des J2, J3, vous faites presque à tout le monde des transferts, mais vous avez des taux d'implantation qui sont bas. Et quand vous poussez la sélection au-delà du J5, même avec un PGTA, vous allez avoir beaucoup de patientes qui ne vont pas avoir de transfert, mais celles qui vont avoir un transfert vont au moins avoir un vrai transfert utile. Alors maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui est mieux. Est-ce qu'il faut annoncer à une patiente qu'elle n'aura pas de transfert ou d'embryon à transférer, ou aussi il faut lui faire un transfert alors qu'on n'y croit pas tellement. Ceci dit, l'Eschré a mis orangé. Orangé dans les recommandations de l'Eschré, ça veut dire pourrait être proposé. Le stade blastocyste pourrait être proposé pour les échecs répétés d'implantation et le PGTA pourrait être proposé pour les échecs répétés d'implantation. Alors, je passe très rapidement sur une entité qui est rare quand même, mais qui peut être retrouvée. Là, on ne parle plus d'aneuploïdie retrouvée dans les ovocytes et qui vont se répercuter sur les embryons, mais on parle de parents porteurs d'anomalies génétiques. On estime qu'au bout de 6
transferts échoués dans cette étude, vieille étude, il y a 10% d'anomalies des karyotypes. 2% seulement après 3 échecs. Vous voyez qu'on ne récupère pas beaucoup de couples en faisant des karyotypes. Ceci dit, la Lécheret, dans les recommandations de 2023, dit qu'un karyotype parental pourrait être envisagé en cas d'échec répété d'implantation et qu'envers, cette fois-ci, et bien entendu, si il y a anomalie chez l'un des parents, faire un diagnostic préimplantatoire pour leur éviter les fausses couches et les transferts inutiles est tout à fait recommandé. Arrivant au sujet d'aujourd'hui, je sais que je vais être un peu lent, je vais m'excuser auprès de Dr Midessi, mais c'est une entité hétérogène. Je suis obligé de parler de beaucoup de choses. Parce que, quelle est la part de l'endomètre dans tout ça, après tout ce que j'ai dit? Est-ce que l'endomètre, réellement, c'est une source d'échecs répétés d'implantation? On va essayer de mettre ça sous le prisme de l'evidence-based medicine, et vous allez voir que ce n'est pas toujours un exercice évident. Moi, j'aimerais vous montrer ce travail important du groupe de Lugano, publié en 2022. C'est un travail intellectuel. Qu'est-ce qu'ils disent? En vert foncé, c'est les patients théoriquement, ce n'est pas une étude, hein, c'est une projection statistique. En vert, ça serait les 10% de patientes qui auraient une cause due à l'utérus ou une cause maternelle d'échecs répétés d'implantation. C'est-à-dire c'est des patients qui n'implanteront jamais, même si on leur met des embryons euploïdes. En vert, c'est des patientes qui n'ont pas réussi leur tentative ou qui n'ont pas eu de naissance vivante. Et en bleu, celles qui ont accouché. Donc si vous avez 1000 patientes et que vous estimez que 10% de vos patientes vont avoir une cause de l'utérus ou maternelle d'échecs répétés d'implantation, vous allez avoir 100 patientes qui ne vont pas tomber enceintes. Et ces patientes, au bout des 2e et 3e tentatives, vont continuer à ne pas être enceintes, tout le temps, puisqu'elles ont une cause réelle que vous n'avez pas traitée. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que les taux d'implantation vont chuter petit à petit à chaque fois que vous avancez dans les tentatives, parce qu'à chaque fois, vous allez avoir une surreprésentation de ces patientes qui ont une cause avérée d'échec d'implantation, une cause immunologique par exemple, etc. Donc ça, c'est une projection. Donc si c'est le cas, on devrait avoir en taux cumulé des chutes des taux de naissance vivante. Mais quand on regarde les études qui sont faites avec des embryons testés génétiquement, les grises, jaunes et bleues sont des projections. Si l'échec répété d'implantation existait réellement à un taux de 1% ou de 10%. Et vous voyez que la courbe rouge, c'est une vraie étude. C'est-à-dire qu'on a pris des patientes, on a transféré que des embryons testés génétiquement, et à chaque fois, celles qui sont enceintes, elles sortent du lot, et on reprend les autres, et on remet des embryons. Et vous voyez que les taux d'implantation et de naissance vivante ne chutent pas réellement. Donc ça veut dire que, a priori, si une entité de l'utérus ou de l'endomètre d'échecs répétés d'implantation existait, elle serait infime et elle serait entre 1 et 5%. Donc mon deuxième message, c'est que cette cause utérine, qu'on s'est pendant longtemps imaginé, on s'est ingénié à chercher des causes, elle serait très faiblement sous-représentée par rapport aux causes embryonnaires. Alors je vous passe les choses faciles, les causes organiques, cloison, synéchie, fibrome ayant un impact sur la cavité, ismocèle, point d'interrogation, parce que ce n'est pas ressorti dans les recommandations de Lécheret, l'hydrosalpinx, attention bien sûr, cause avérée, l'exploration optimale par des échos, de préférence 3D, couplée à l'hystéroscopie en cas de besoin, c'est ce qui est recommandé, et la correction chirurgicale est d'une évidence totale. Casse-tête de l'adénomiose, elle figure dans les causes, mais dans les recommandations, on ne parle pas de quel est le meilleur protocole. Dans beaucoup d'études, on avance que le blocage paragoniste avant transfert d'embryon congelé pourrait améliorer la situation, mais il y a des études contradictoires, et c'est très largement dû au fait que c'est une entité hétérogène, et les outils diagnostiques sont très hétérogènes, et on pense que ce ne sont que les adénomioses très sévères qui pourraient avoir un impact sur l'implantation. Cause immunologique, ça a été à la mode pendant très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de cellules de l'immunité qui sont impliquées dans le process. Les cellules NK, les cellules TH1 et TH2. Donc, il est
quand même intéressant de penser, et c'est normal que c'est un dérèglement de l'immunité pourrait contribuer à des causes, comme cause d'échecs répétés d'implantation. Alors les cellules NK, on a tourné l'affaire dans tous les sens, que ce soit les NK périphériques ou les NK utérins, et on ne trouve pas réellement d'apport comme étant une cause d'échecs répétés d'implantation. On se tourne plus depuis des années sur les cellules TH1, TH2. Les TH1 sont associées à un plus de rejet d'embryons et devraient être sous-représentés. Et les TH2 sont celles qui favorisent l'implantation et devraient être surreprésentées chez une femme fertile. C'est ainsi que certains ont créé des tests comme ce qu'on appelle le Matrice Lab. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça. Un test, biopsie de l'endomètre. On vous calcule les cellules NK et les TH1, TH2 et on vous dit si c'est suractivé ou c'est sous-activé et on vous propose même des thérapeutiques en fonction de la situation. Test vendu à 650 €. Comme études soutenant ces tests-là, qui sont très connus, il y a deux études, une étude de cohorte et une étude de cohorte contrôlée, pas d'études randomisées. Toutes les deux faites par la même équipe de la scientifique qui est aussi la personne qui a inventé ce test. Et malheureusement, donc, on ne peut pas se baser sur deux études de cohorte, sincèrement, dans la science, pour recommander des tests aussi chers et dire que c'est la cause. Dans ces études, on parle de 80% de patients dysrégulés sur le plan immunitaire. D'ailleurs, l'ESHRE ne recommande pas ce genre de test. Elle ne l'a pas cité nominément, mais ni tester les cellules NK, ni tester les lymphocytes, ni l'HLA compatibilité. Par contre, elle reconnaît que ça pourrait être des pistes d'avenir, mais pas pour le moment. C'est des tests qui ne sont pas du tout avérés. Alors la thrombophilie, on voit des ordonnances d'HBPM, en veux-tu, en voilà, faisant le bonheur des deux génériqueurs tunisiens qui vendent ça. Ils n'ont même pas à nous visiter tellement on les prescrit. Alors, les thrombophilies héréditaires, la liste est longue. L'ESHRE ne reconnaît pas de preuve d'implication vu que les études sont très contradictoires. Alors, je sais, on me dit que dans le sud, on a plus de mutations MT-HFR. Ça devrait être intéressant parce qu'on devrait tester nos populations, surtout sur les aspects héréditaires. Sur les auto-anticorps, on reconnaît aux auto-anticorps anticardiolipines et aux SAPL une association avec les échecs d'implantation, comme pour les fausses couches, et l'ESHRE recommande de rechercher ça comme dans la liste des choses à rechercher. Venons-en à l'endométrite chronique, et son corollaire qui vient tout de suite après, le microbiote. Celui qui parle d'endométrite chronique et ne parle pas du microbiote va toujours avoir une question sur le microbiote, donc je vous en parle directement. Alors l'endométrite chronique pose un problème diagnostique parce que certains s'arrêtent à l'hystéroscopie, ce qui pourrait donner beaucoup d'hystéroscopie anormale. D'autres couplent ça à la biopsie pour rechercher les plasmocystes, ce qui pourrait améliorer la performance diagnostique. En tout cas, ici, l'ESHRE met ça à l'oranger, c'est-à-dire elle vous dit que ça pourrait être considéré, et si c'est retrouvé et avéré, une antibiothérapie. Elle ne parle pas de corticoïdes, une antibiothérapie pourrait être considérée. Par contre, le microbiote, concept très séduisant et super intéressant, puisqu'on découvre que l'endomètre a un microbiote, alors qu'on pensait qu'il était stérile, un comble pour un organe d'implantation. Eh bien, il n'y a pas de recommandation actuellement pour aller tester ça. Vous allez trouver plein de boîtes qui vont vous essayer de vous vendre un testing du microbiote à des prix très chers. Il n'y a pas de preuve pour le demander, ni d'ailleurs pour le traiter. Mais encore une fois, si on part réalité et perspective, il y a perspective à tester le microbiote dans le cadre de protocoles de recherche. Au labo, ni la fragmentation de l'ADN, ni l'ADN mitochondrial, ni le hatching, c'est-à-dire le fait de percer la zone pellucide pour essayer de laisser le blastocyste sortir, ne sont recommandés dans le cadre des échecs répétés d'implantation ou des actions à mener. Alors venons-en à mon sujet favori, la fenêtre d'implantation. Alors vous savez que l'implantation, elle est déterminée par le jour d'imprégnation à la progestérone. Et qu'un blastocyste
comme dans la nature, devrait arriver après 5 bons jours d'imprégnation à la progestérone. C'est pour ça que vous donnez un renfort à la phase lutéale le jour de la ponction, qui est le J0, et c'est pour ça que quand vous faites des cycles artificiels pour le transfert d'embryons congelés, vous mettez la progestérone J0 et vous transférez les blastocystes à J5. Et alors, concept séduisant, il y en a qui sont venus dire, grâce à la génomique, on va essayer de chercher la signature transcriptomique de l'endomètre pour savoir si toutes les patientes obéissent à cette règle. Est-ce que toutes les patientes réellement implantent les blastos préférentiellement à progestérone plus 5? Peut-être que les échecs d'implantation, certaines seraient des femmes qui auraient soit une fenêtre très avancée, soit une fenêtre décalée. Concept très intéressant. Alors, donc on est allé inventer un test basé sur une biopsie de l'endomètre. On passe ça donc, chez les généticiens pour aller chercher l'expression des gènes, de 138 gènes impliqués dans l'implantation, pour faire de la médecine personnalisée, comme avec l'affaire de Paul, que j'ai appris cet après-midi, et ainsi proposer un transfert d'embryon customisé. C'est-à-dire, vous, madame, vous ne faites pas ça à progestérone plus 5, vous allez faire ça à progestérone plus 3, parce que votre fenêtre, elle est avancée. Ou le contraire, votre fenêtre est retardée, on va vous retarder votre transfert. Et plus que 150 000 tests, à raison de 800 € le test, ont été vendus dans le monde, avec des études quand même soutenues par majoritairement l'équipe qui a inventé ce test, mais par la suite d'autres équipes ont essayé de répliquer les données. Ceci dit, fin 2022 est sortie une étude quand même qui a bouleversé ce test ERA-test que vous connaissez tous. Alors, là, l'étude parfaite, publiée dans JAMA, on prend des patientes tout venant, pas des échecs répétés d'implantation. On leur fait un pigitier. Là, on est sûr que les embryons, tous des embryons euploïdes. Et on fait ce test ERA à tout le monde. Et puis par la suite, on va randomiser. Un groupe de patientes vont avoir le transfert au timing classique, comme on a l'habitude tous de faire, et un groupe chez qui on va customiser le transfert selon les résultats de ce ERA-test. Et on va avancer, retarder, etc. Là, c'est l'étude parfaite, randomisée, etc. Et non seulement il n'y a aucun intérêt à ce test ERA dans cette étude, aucun intérêt, c'est-à-dire que les patientes... Mais quand on regarde le sous-groupe où on a ajusté de 24 heures ou plus par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, il y avait moins de grossesse et plus de grossesse biochimique. Donc non seulement c'est un test inutile, mais qui pourrait être potentiellement délétère si vous suivez ces conclusions. Donc ça, c'est l'exemple type de quand on commence à faire du commerce avec la science et quand on commence à avoir des petits conflits d'intérêts dans les publications, quand on est emballé par notre désespoir nous-mêmes face à des patients désespérés, comment on peut glisser et par la suite, heureusement, certains rectifient. Alors pour les échecs répétés d'implantation, ça marche encore moins. Alors l'Escheret a mis au rangé ce test parce que l'étude est sortie après les recommandations. Alors je pense que si l'étude est sortie avant, on aurait eu un rouge. Mais moi je trouve que la meilleure conclusion, c'est la clinique initiale qui avait promu ce test, qui par la suite l'a vendu à une start-up, écrit sur son site actuellement que ce test n'a aucune utilité et que les échecs répétés d'implantation par déplacement de la fenêtre d'implantation seraient probablement quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut se poser des questions. Alors, l'endomètre. Revenons à notre endomètre. Plus simple, l'échographie. Les endomètres fins, l'Escheret vous dit des choses qui sont extrêmement basiques. Si vous avez des endomètres fins, revoyez votre protocole d'œstrogène. Vous pourrez rattraper des endomètres fins en changeant les voies d'administration et la dose. Et que si vous avez un endomètre qui persiste à être fin, retour à l'hystéroscopie pour voir s'il n'y a pas des petites synéchies qui sont à l'origine. Ceci dit, les études à la mode qui sont sorties pour chercher les changements d'épaisseur entre le jour du déclenchement et le jour du transfert ne montrent aucun intérêt. La progestérone, pour faire court, je vous dis que l'Escheret vous dit de revoir votre taux de progestérone en fin de phase folliculaire pour voir s'il est bas et en mi-phase lutéale pour voir si la patiente est bien dosée.
chez des patientes qui ont des échecs répétés d'implantation. La thyroïde, on a revu le seuil à 4, parce qu'avec 2,5, c'est tout le monde qui était sous l'évothyrox. Donc le seuil maintenant est à 4, et il faut rechercher des hypothyroïdies infracliniques. C'est une recommandation à l'oranger. Par contre, la vitamine D, extrêmement à la mode dans nos prescriptions il y a des années, est au rouge. Aucun intérêt à doser la vitamine D dans le cadre des échecs répétés d'implantation. Désolé pour les biologistes, mais c'est comme ça. La vitamine D, vous n'allez plus l'avoir. Alors maintenant, il reste les actions empiriques. C'est-à-dire que vous savez tous qu'on a tous des petits gris-gris, ça ressemble plus au marabout plus qu'à de la médecine, des petites superstitions parce qu'une patiente est tombée enceinte comme ça et que je vais prescrire ça à tout le monde. Alors ils sont tous au rouge, malheureusement. Donc le scratching, mettre un agoniste systématiquement avant TEC, les HBPM empiriques, l'instillation d'ACG avant le transfert, l'immunomodulation, le PRP et le GCSF, utilisés dans des situations tout venant de manière empirique, ils n'ont pas d'intérêt. Les met un bémol, c'est-à-dire que s'il y a une situation différente ou un protocole de recherche, on pourrait penser à mettre ça, mais je pense que les choses sont claires. Donc, voici la liste de ce qu'il faut faire envers revoir le lifestyle des patients, j'en ai pas parlé, l'épaisseur de l'endomètre, rechercher les anticorps antiphospholipides et le syndrome le SAPL, faire un karyotype, on passe à l'oranger, écho plus 3D plus hystéroscopie, tester l'endomètre, l'endométrite chronique notamment, la dysfonction thyroïdienne, les taux de progestérone, aller regarder ça de près quand on est face à une patiente qui a un échec répété d'implantation. Tout le reste, vitamine D, fragmentation, cellules NK, cellules lymphocytaires, tout ça, aucune preuve pour aller surfacturer ça à la patiente. Et donc, les actions, c'est vous allez faire preuve un peu de retenue. Vous allez revoir les protocoles de Stradiol pour les endomètres fins, du counseling pour les patients qui vont aller vers le PGT, optimisation du lifestyle. Le PGTA a proposé pour les patients qui veulent réduire les épreuves des échecs d'implantation et aller direct au but. Antibiotiques pour les endométrites chroniques. Le blastocyste, parce que ça permet quand même de savoir si la patiente n'est pas enceinte tout simplement parce que ça ne s'est pas développé de J2 à J5, tout simplement. Et toutes les autres actions empiriques, eh ben, pour le moment, ça n'a aucun sens. Ceci dit, je ne veux pas finir avant d'insister sur l'aspect émotionnel et psychologique. Soyez empathique. Si vous faites beaucoup de transferts, pour la patiente, c'est sans transfert. Et donc, si vous êtes face à quelqu'un qui a un échec, ne pas le ressentir comme votre propre échec. C'est l'échec de la patiente, il faut l'accompagner dans ça. Il faut être là avec le couple pour leur expliquer ces faits difficiles, expliquer les probabilités, c'est difficile aux personnes lambda non scientifiques. Mais je pense que si on explique ça dès le départ, expliquer les règles du jeu dès le départ, parce que les discours du genre « vous êtes jeune, c'est extraordinaire, vos follicules sont extra, vos biologistes, les embryons sont top, très jolis, etc. » dans la tête des patients. Elles ne comprennent même pas pourquoi vous leur demandez un test de grossesse. C'est sûr, elles sont enceintes. Donc les attentes sont très élevées, la chute est importante. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire pour expliquer, et surtout pour ceux qui sont dans ces échecs répétés. La mine d'or, c'est les anciens dossiers des patients, parce que c'est là où vous allez chercher les informations importantes pour guider le patient et ne pas prescrire tous la même chose à tout le monde. Moi, je dis qu'il y a la médecine, entre guillemets, préventive, pas au sens de la prévention, mais au sens du médecin qui se prémunit. Plus facile, intellectuellement. Je demande tous les examens à tout le monde et je prescris une ordonnance qui contient toutes les choses à tout le monde. Comme ça, je ne rate rien du tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a la médecine axée sur l'économie où on va vraiment demander uniquement ce qui a été validé pour la masse et oublier qu'il y a des gens qui sortent de la masse. Moi, je pense que dans les échecs répétés d'implantation, on a besoin de la médecine rationnelle, mais qui peut être empathique et personnalisable à souhait. On a nos lignes directrices, vous les avez là, on approfondit au cas par cas,
et on prescrit selon l'evidence-based medicine. Et s'il y a besoin de personnaliser pour une patiente, eh ben on le fait. Et moi, je vous remercie. Merci, Dr Khrouf, pour cette présentation exhaustive et intéressante. S'il y a des questions dans la salle. Merci, Si Mohamed. C'est excellent. Ma première question, dans le conflit embryon-endomètre, le problème de l'embryon est résolu par le PGTA. Et il nous a laissé sur notre soif concernant l'endomètre, puisque les travaux de Nathalie Lédé a laissé plutôt, les rats, l'endométrio à ne pas faire, c'est de la pub, c'est tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de cet endomètre pour la réceptivité, premièrement. Deuxièmement, ma deuxième question, dans l'endomètre fin, est-ce qu'il y a une place pour la PRP? Alors, donc, je vous ai laissé sur la soif et sur la faim à cette heure-ci. Donc, je suis désolé pour ce long topo, mais vous voyez qu'on reconnaît à la part de l'endomètre comme étant peut-être 5% des causes d'échecs répétés d'implantation. C'est quand même fou, hein, parce qu'on se consacrait uniquement à cet endomètre. Alors, je ne parle pas des choses visibles, claires. Si vous avez un endomètre fin, on n'est plus dans les échecs répétés non diagnostiqués. Là, on sait ce qui se passe. Mais quand tout est normal et que ça ne marche pas, c'est là où je pense que le PJTA pourrait être d'une vraie aide intellectuelle et pour faire avancer le dossier des patients. Maintenant, arrivons à ces tests. C'est vrai, il faut avoir l'humilité de dire à ce stade-là, en 2023, on en sait peu sur ce dialogue embryon-endomètre. On sait que quand on met des embryons euploïdes, on a des taux extrêmement élevés, mais qui ne sont pas du 100%. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose que l'on rate quelque part dans l'affaire. Mais ce qu'on a sous la main actuellement n'est pas encore la clé. Dire l'Eschré, par exemple, elle laisse la porte ouverte à la question immunologique, à la question des tests de fenêtres d'implantation, mais ce n'est pas ce qu'on a sous la main actuellement. Ce qu'on a sous la main actuellement n'est pas arrivé à déceler cela. Mohamed, si tu permets, dans le même... PRP, pardon, PRP. PRP, il n'y a pas il y a des études, quand on lit les papiers sur les endomètres fins et PRP, il y a des études qui montrent que ça pourrait avoir un bénéfice sur l'épaisseur de l'endomètre. Mais il y a aussi des papiers qui disent qu'il n'y a aucun intérêt. Donc je pense que tous ces papiers souffrent d'une chose, c'est de la rareté de ces cas-là, qui font qu'on n'arrive pas à avoir une grande série randomisée, où on va instiller d'un coup sérum physiologique, de l'autre coup PRP, et dire finalement, cette affaire marche ou marche pas. Cette affaire de RA test, on est arrivé à trancher l'affaire uniquement grâce à cette étude multicentrique qui a bouleversé les choses. Moi, dans le même sens, parce que c'est dans le même sens de réflexion. Au cours de la SRM, un poster a eu un award. C'est un poster de l'équipe de Juan Velasco, et qui, après transfert de 5 embryons euploïdes, le taux de grossesse est phénoménal. Et il conclut par le fait que l'endomètre n'est responsable que dans 1% des cas. 99% reviennent à l'embryon. Ouais. Merci. Avant tout, bravo Mohamed pour votre exposé. Vraiment Merci très beaucoup. clair. C'est toujours un plaisir de... Plaisir partagé. Merci beaucoup. Oui. Et surtout, donc, vous avez bien mis l'accent sur quelque chose de très intéressant, c'est que essentiellement, c'est l'embryon qui est responsable des échecs répétitifs d'implantation. Il faut tomber sur le bon embryon pour avoir une grossesse. C'est généralement, donc, il faut... Et surtout, vous avez bien parlé que l'endomètre, à part les causes classiques, c'est-à-dire on ne peut pas dire échec répétitif d'implantation parce qu'on a un polype, parce qu'on a un fibrome. Ça, toutes ces causes doivent être éliminées dès le départ. Ça, d'une part. D'autre part aussi, Mohamed, je pense qu'il ne faut pas attendre aussi de faire un karyotype ou bien de demander un bilan de thrombophilie ou bien de chercher le syndrome des anticorps antiphospholipides après 2 ou 3 transferts d'embryons échoués. C'est-à-dire que
je pense, moi, personnellement, que soit on demande ce bilan d'emblée, soit on met nos patients sous HBPM de façon systématique. Et de mettre la patiente sous HBPM, ça ne fait pas du mal. Alors. Franchement. Soit on Ça ne demande, fait pas de bien non plus. Hein. et ça ne fait pas du mal. Il y Et a des où est trom- l'inconvénient de mettre une patiente sous HBPM? Ah, non, c'est un vrai débat. Parce que soit deux choses. Soit on demande de façon systématique, avant le transfert embryonnaire, Ouais. les anticorps, antiphospholipides, anticardiolipides, tout. Et le protéine S, protéine C, les mutations, MPHFR. Non. Vous êtes- Sinon, on met. Votre femme est biologiste, c'est pas Non, possible. ma femme n'est pas biologiste. Ou Soit vous on avez un demande- labo d'HPPM, c'est pas soit, possible. non, soit on demande tout ça, c'est-à-dire on ne va pas, c'est pas logique de faire 1, 2, 3 transferts d'embryons qui vont échouer, puis on va demander des anticorps, on va le trouver positif. Ah, madame, désolé, la prochaine fois, on va vous mettre sous corticoïde pour baisser un petit peu le taux d'anticorps, et puis on va vous mettre sous HPPM. Je pense que soit on demande d'emblée, il y a des confrères qui font ça, là. Je sais bien, mais Ah. je me bats contre ça. Moi aussi. Ouais, c'est bien. Et moi, je préfère de mettre ma patiente après transfert sur HBPM. Ça lui fait du bien, je pense. Ouais, ça fait pas Et du bien. surtout, je vous remercie de quelque chose, c'est que il y a des conduites. Maintenant, le scratching. Ah, docteur, pourquoi tu ne me fais pas de scratching? Madame, ça y est, maintenant, on ne parle plus de scratching, on ne parle plus de cellules NK, Ouais. on ne parle plus. Il faut avoir un consensus. Et tout Il le faut monde- mettre à jour les groupes Facebook des C'est patientes. ça. Hein, Ah oui, ça c'est un problème. fallait les inviter aujourd'hui, en fait. Faut qu'ils arrêtent, quand même. Ah oui. Ouais. Et quelque chose, je termine avec quelque chose. Moi, Mohamed, je te connais et j'aime bien que lorsque vous insistez sur que de respecter la physiologie. Oui. Vous avez d'habitude, vous le disiez dans vos exposés, Ouais. on va surfer Sur le naturel. sur le cycle spontané de la Ouais, patiente. ouais. Ça, c'est très intéressant. De mettre l'embryon de façon physiologique. Suivre suis d'accord. l'évolution de l'ovocyte, de follicule plutôt. L'ovulation de naturelle, oui. naturelle. Quand on peut se le permettre, oui. Oui, ça. Surtout lorsqu'on peut suivre notre patient tous les jours. Et c'est toujours c'est vos propos, hein, d'habitude. Oui, oui, On non, va- mais on va c'est la vérité. surfer sur le cycle naturel de la patiente. D'ailleurs, C'est typiquement Mohamed Khrouf. Tu fais le teasing de ma présentation à la STGO où je vais parler du retour au naturel pour le transfert d'embryon congelé. Donc tu vois, on est alignés finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur. Alors Mohamed, bravo comme d'habitude. Merci beaucoup, très mon cher. bien présenté et très bon topo. Alors, j'avais une petite question d'abord, parce que nous n'avons pas de PGT chez nous, et il semblerait que l'investissement est lourd. Lourd. Est-ce que le time-lapse pourrait aider à choisir, à avoir l'embryon le plus normal sur le plan génétique? Deuxièmement, et là, je ne suis pas d'accord avec toi sur l'adénomiose, parce que tu l'as cité, mais tu es passé très vite sur l'adénomiose, Ouais. alors que 30%... C'est le docteur Midé qui m'a mis la pression. Hein. Ah oui, non. Il a dit qu'il faut parler peu pour laisser les gens parler. C'est pour Voilà, 30% de la population des couples en âge de procréer sont porteuses d'adénomiose, et la FIV n'est pas une solution, puisque 42% de grossesses, de naissances vivantes en moins, avec 2 fois plus d'avortements, et nous n'avons pas de solution. Après, l'école européenne n'a pas de solution. Effectivement, nous sommes très européens. Les Américains sont très... Mais les Asiatiques, les Japonais notamment... Je te vois venir avec la chirurgie, toi. Hein. Voilà. Espèce Et- de chirurgien. Je te connais bien. Non, d'abord, l'hystéroscopie, il y a de plus en plus d'indications des hystéroscopies. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas d'évidence base médecine sur l'intervention de l'hystéroscopie, mais sur la chirurgie, après, on va me dire, il y a des risques. C'est chez une La femme- chirurgie a des risques. Ben, toute la chirurgie a des risques, hein. Même la césarienne a des risques, la grossesse a des risques, tes gonadotrophines ont des risques emboligènes. Moins que la chirurgie de l'adénomiose, quand même. Hein. Pas moins. Oui, voilà. Donc, est-ce que, donc, mais justement, l'intelligence est de customiser justement la prise en charge. Dans quel cas faut-il aller jusqu'à la chirurgie Oui. ou pas? Après, par contre, j'ai une réflexion et je te demanderai de voir ce qu'on a publié l'équipe de l'ISGE. C'est maintenant, ils ne parlent plus dommage que tu n'as pas assisté à mon topo ce matin. Ils ne parlent plus d'endométrite chronique, mais d'état inflammatoire perturbé de l'endomètre. Ouais. Impaired inflammatory states of endometrium.
Et ça, justement, ça englobe, plutôt qu'une prise en charge antibiotique seulement de ces endométrites, en guillemets, il y a une prise en charge immunologique, une prise en charge allergique. Il y a plein de phénomènes qu'on peut prendre en charge. Je te remercie. Merci, mon cher ami. Une question, c'est possible. Je vais répondre peut-être à mon ami. Non, je suis désolé de ne pas avoir assisté à ton topo. Je n'ai pas réussi à arriver à temps, mais je suis sûr que tu as été parfait. Je suis d'accord avec beaucoup de tes réflexions. Le PJTA, sans grand problème finalement, c'est que ce n'est pas cost-effective. C'est-à-dire que c'est cher, qu'à la limite, les patientes, quand on leur donne le coup, elles préfèrent autant faire tous leurs embryons un par un ou deux par deux, quitte à essuyer des échecs, plutôt que de tester et de raccourcir le délai. Maintenant, on a de plus en plus de demandes de patientes qui veulent plus de ça, surtout quand elles ont vécu les échecs répétés. Elles disent, si euploïde, marhaba, si pas euploïde, je ne veux pas de transfert de 15 jours de progestérone. Un des moyens de minimiser les coûts, je pense, c'est d'avoir des plateformes communes d'analyse génétique, qui pourraient être communes à nos deux pays, par exemple, pour baisser les coûts pour nos patients et ne plus avoir recours aux analyses génétiques qui sont externalisées. Maintenant, sur l'adénomiose, évidemment que je ne pouvais... L'adénomiose, c'est un topo tout seul. Hein. Adénomiose et FIV, c'est un topo tout seul. La résistance à la progestérone, l'endométrite chronique, l'hypercontractilité, les cellules kéras mutées, etc. Ce qui est sûr, c'est que il y a l'école du traitement médical, blocage, hypoœstrogénie, et il y a l'école asiatique, comme tu dis, de la chirurgie. Moi, je n'en ai jamais fait. Je l'ai toujours vu dans les vidéos des congrès. Ça m'a toujours stupéfait, ça m'a toujours fait peur. Je ne pense pas un jour ouvrir l'utérus d'une adénomiosique. Je ne sais pas si tu en fais. Tu en fais? Chez vous, il y a quelqu'un qui en fait? C'est bien. Et ça serait bien de voir les résultats, parce que les résultats des Asiatiques sont bons, mais c'est des... à adresser. Je pense que, personnellement, il y a des femmes chez qui le traitement médical marche très très bien, et on voit des utérus réduire, et des femmes chez qui ça ne marche pas du tout, ni Mirena, ni agoniste, et je pense que c'est une très bonne candidate à la chirurgie. Pour la troisième question, c'était Ah, les états perturbés. J'apprends ce terme, comme toi, tu me l'apprends là, ok. Donc, adjugé. C'est la dernière question. Donc, pour Sifawzi, dernière question, s'il vous plaît. Allez-y, Sifawzi. قيس يحب يسال تسأل. ما نسالش نسال انا بعد سنتي D'accord. تقدم le bouquet final. Ok. Si Mohamed, concernant le coefficient dont tu as parlé, Oui, c'est 60%. la RT calculator ou bien non? Pardon? C'est le coefficient de Steves. C'est le Brésilien qui a mis Non, cela. c'est autre chose. Ok. Ça, c'est, on va dire, si avec tous les embryons qu'on a mis dans le passé, on estime qu'on aurait dû atteindre les 60% de naissances vivantes et il n'y a pas eu de grossesse, c'est qu'on est en droit de lancer le bilan. Et pour le calculer, ce n'est pas le prédicteur du groupe Poséidon, ça c'est un prédicteur pour le nombre d'ovocytes. C'est un prédicteur, il y a 3 outils publiés dans le papier de Lécheret, dans ce tableau-là, mais il y a d'autres outils prédicteurs en ligne que vous pouvez utiliser. Alors, vous recevez une patiente qui a des échecs répétés, vous introduisez son âge, le nombre d'embryons, c'est des J3 ou des J5 qu'elle a mis, à quel âge elle les a mis, est-ce que la cause est masculine ou sévère ou pas, et il vous donne combien aurait pu espérer cette patiente. Si ça dépasse les 60%, enclenchez le process. Parce que ça, le coefficient dans Esteves a mis au parlé. il s'appelle ART Calculator. Et ça, c'est un calculateur du nombre d'ovocytes matures à espérer pour qu'il y ait un embryon euploïde. C'est différent. Enfin, c'est Qais. Donc, la dernière question. Mohamed, je sais que la Société tunisienne de gynécologie a proposé de changer un peu la loi de la PMA en Tunisie. Oui. Est-ce qu'ils ont proposé quelque chose en ce qui concerne le diagnostic préimplantatoire et le PGTA? Oui. Donc d'abord, c'était une initiative commune de la STGO, de l'Association des embryologistes et de l'Association des urologues pour qu'il y ait une revue de la loi qui date de 22 ans, et ce n'est pas possible au vu des développements.
Le PJTA figure dans la liste des choses qui ont été pointées du doigt pour qu'elles soient changées. Il ne faut plus qu'il soit considéré comme étant... on parle pas du diagnostic pour anomalie chromosomique. Là, on parle d'un outil de traitement de l'infertilité pour ceux qui souhaitent raccourcir les délais uniquement. Donc oui, il y a cette proposition. Est-ce que ça va passer ou pas? Ça sera discuté lors de la journée de Sousse qui aura lieu le 8 et 9 décembre, organisée par la TME. Donc la loi sera discutée. Voilà. Donc merci, c'est Hamadi. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je remercie toujours... aussi l'assistance Oui. pour être resté aussi tard. Oui, un taux de exactement. survie qui est très bon quand même après. Merci Hamadi pour votre ville natale. Mais avant de donner Absolument. la parole au président de cette journée, Dr Qais Chaben, je retiens à remercier